Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Le Grand Maulne, écrit par Alain Fournier. C'est notre troisième, non, quatrième live déjà. Quatrième live sur cette œuvre si je ne m'abuse. Nous sommes toujours dans la deuxième partie, tout particulièrement au chapitre 7. Et comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous pourrez trouver dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectue pendant ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça peut également servir, pourquoi pas, de marque-page si vous venez grignoter en plusieurs fois cette lecture. Et en introduction de ce live, je voulais vous préciser un petit quelque chose. Il n'y aura peut-être pas de pause à passer. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé lors du dernier live, j'en ai parlé sur mon Discord. Apparemment, l'idée avait l'air de ne pas vous déplaire, donc je vais peut-être mettre en place, je sais pas si je commence aujourd'hui, on verra selon ma fatigue ou non, mais je vais peut-être mettre en place quelque chose qui serait de scinder le live, hebdomadaire en 2. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un live de lecture durant entre 1 heure et 1 heure et demie par semaine, je ferai plutôt 2 lives de lecture durant, on va dire, entre 30 et 45 minutes, je pense. Ça serait un peu ça le plan. Et pourquoi? Et pourquoi, me direz-vous? Pourquoi je fais ça? Eh bien, comme je l'expliquais la dernière fois, hem, moi, mes petites réserves, mes petits, points faibles, on va dire, à ça, c'est que j'ai pas envie de vous spammer sur YouTube. Donc j'ai peur que vous vous sentiez spammé. J'ai peur que vous vous sentiez aussi, lassé quelque part de, «Oh là là, sur telle œuvre, il y a 12 000 épisodes, c'est trop long». Mais en vérité, ça serait tout aussi long que d'habitude, c'est juste qu'un épisode, je le scinde en 2. Bref. Donc voilà, c'est un peu ce qui me faisait peur. Mais pourquoi j'ai envie de tenter cette formule? Tout simplement parce que, en fait, j'ai l'impression que je vais avoir plus de facilité à caser dans mon emploi du temps, 2 petits lives qu'un gros live. Et je pense aussi et surtout que ça va me permettre de faire des lectures de meilleure qualité. Non seulement parce que forcément je lirai moins longtemps, donc ça va moins travailler sur mes cordes vocales et sur la fatigue en général, mais aussi parce que, hem, le truc qui est très perturbant en faisant un seul live de lecture par semaine, ce que je fais depuis que je suis ici grosso modo, parce qu'avant le déménagement, j'en faisais 2 par semaine. Mais ce qui est très perturbant avec le fait d'en faire un par semaine, c'est que c'est beaucoup plus dur, je trouve, pour moi, de rester accroché à l'œuvre. Je sais pas pour vous, mais moi, par exemple, j'ai un livre de chevet en ce moment. Et bien, même si je lis 5 pages, même si je lis 10 pages dans la journée, au moins j'avance et j'avance très régulièrement au quotidien. Et du coup, ça m'actualise dans mon esprit. Je reste accroché au personnage, je reste attaché à l'histoire. Je trouve que c'est mieux pour rester dedans, tout simplement. Pour rester dedans, pas bouger d'ambiance, mieux comprendre ce qui se passe, mieux saisir l'ensemble de l'œuvre dans sa cohérence, on va dire. Et c'est vrai que lorsque je ne fais qu'un live par semaine, parfois, je vais peut-être un peu plus rechigner même à retourner à la lecture parce que ça devient plus un effort d'un seul coup. Ça devient plus un effort de: «Ah oui mince, alors où est-ce qu'on en était déjà? Qu'est-ce qui se passait? À quel moment on en était? Quel personnage était impliqué?» et ainsi de suite. Donc voilà, c'est surtout pour ce confort-là que j'aimerais tenter cette formule. Vous me direz, n'hésitez surtout pas, vous me direz si vous préférez, si vous aimez moins, si ça fait aucune différence pour vous. Peut-être aussi que je overthink, que je suranalyse tout et que je me pose plein de questions, que vous allez même pas vous poser. Donc si pour vous c'est, mieux ou pareil, laissez-le savoir en commentaire comme ça me permettra de me détendre, plutôt que de me poser la question et de me torturer tout seul. Si au contraire vous trouvez que c'est dérangeant, n'hésitez pas aussi à en parler comme ça, je réfléchirai à changer les choses. Voilà, voilà. On te connaît, voilà exactement Charlie. Je suis du genre à me torturer de questions. Santé à tous les amis.
Et en vrai, moi, j'aime bien ce rituel-là, si je peux dire, à titre personnel, ce rituel-là de lire quelques pages avant d'aller dormir. Alors du coup, je vais pas faire un live tous les jours de la semaine, de, 20 minutes pour vous lire quelques pages, mais je trouve que ça instaure quelque part un rituel un peu plus agréable, de faire 2 fois par semaine plutôt qu'une. Et pourquoi pas pousser à 3 fois par semaine si vraiment j'ai le temps parfois, le temps et l'envie. C'est une possibilité aussi. D'autant que, me connaissant, j'aurais peur de peut-être pas faire assez. Heu, J'aurais peur par exemple que mes lives soient mal équilibrés en mode, je parle plus que je ne lis par exemple. Donc il est fort probable que, par exemple la semaine passée on a lu 30 pages en une fois. Il est fort probable que là je fasse 2 lives de 20 pages. Ce qui fait que en fait en une semaine, même si le live initial est scindé en 2, on lirait pas le même nombre de pages forcément, peut-être qu'on lirait, une dizaine de pages en plus. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais en tête, c'est un peu ce que j'avais en tête. Je pense qu'on va tester la formule, en fait, en réalité. Je vais pas m'avancer plus que ça. On va tester, et puis si au bout de quelques temps j'apprécie, on continue. Si je n'apprécie pas, je reviendrai sur l'ancienne formule. Et encore une fois, je suis ouvert à vos retours. Sachant que là, on est lundi 20 octobre. Je sais déjà que la semaine prochaine, je vais être très chargé. Donc la semaine prochaine, il risque de n'y avoir aucun live pour le coup. Hem Et c'est d'ailleurs un autre point fort, je trouve, pour la nouvelle formule, c'est que je me sentirais moins mal, moins, culpabilisé, d'annuler un live. Parce que si on en a 2 par semaine, ça nous fait pas un trou de 2 semaines, ça nous fait juste un trou d'une semaine. De la même façon, si quand j'annule un live, on se retrouve pas pendant 2 semaines, et bah, ça va forcément être plus galère de raccrocher les wagons et de se remettre dans l'histoire. Bref, en fait, je vois pas mal d'avantages à cette formule de 2 lives, courts par semaine. On verra, on verra. Je pense aussi que bon là, j'ai été long parce que je voulais vraiment expliciter le pourquoi du comment, mais je pense aussi que parfois sur certaines œuvres, pardon, eh bien, au bout de quelques lives, je commence à avoir un peu dit tout ce que j'avais à dire et à me répéter ou du moins à avoir moins de choses à dire. Donc je pense également que, l'un dans l'autre, les introductions, je vais me presser pour qu'elles soient pas trop longues. Les outros, pareil, je donnerai mon avis et je parlerai comme d'habitude un petit peu avec vous. Mais, globalement, je pense qu'il y a moyen de rapiécer tout ça, de faire durer vraiment moins longtemps et être plus efficace dans la lecture quelque part. Bien, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute. Je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. On va se lancer. Et du coup, suivant cette logique de nouvelle formule, je vais vous lire, je vais vous lire 13 pages, il me semble, qui correspondent aux chapitres 7, 8 et 9 de la deuxième partie. Et si je suis en forme, je ferai une pause et je lirai le chapitre 10, 11, 12. Si je ne suis pas en forme, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, sans m'en vouloir. En fait, c'est ça aussi. Je pense que c'est ça aussi qui est cool avec cette formule, c'est que potentiellement, je vais peut-être m'autoriser davantage de choses. Je vais peut-être m'autoriser d'arrêter si je le sens pas, si je me sens pas dans la lecture. Et je vais peut-être, au contraire, me permettre de faire plus long que prévu si je suis bien emballé, que j'ai le temps, qu'au final: «Ah bah oui, on a fini tôt, allez, je continue». Bref, je pense que ça risque d'être un peu plus libre et plus agréable. Allez, je vous rappelle qu'on était, pendant le spectacle, hem, si je dis pas de conneries, qui est un peu chapeauté par le personnage appelé le Bohémien. Et je crois que c'était à peu près ça et que le narrateur s'était rendu compte qu'il y avait des messes basses entre 2 personnages. Voilà à peu près où on en était. Ça reprend la suite directe pour le coup, puisque le chapitre commence par «enfin». Donc bon, c'est vraiment à la suite directe. On commence in medias res pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour
La fin du live ou la pause, nous déciderons tout à l'heure. Chapitre 7. Le bohémien enlève son bandeau. Enfin glissa lentement entre les rideaux, la face sillonnée de rides, tout écarquillée tantôt par la gaieté, tantôt par la détresse, et semée de pains à cacheter, d'un long Pierrot en 3 pièces mal articulées, recroquevillé sur son ventre comme par une colique, marchant sur la pointe des pieds comme par excès de prudence et de crainte, les mains empêtrées dans des manches trop longues qui balayaient la piste. Je ne saurais plus reconstituer aujourd'hui le sujet de sa pantomime. Je me rappelle seulement que dès son arrivée dans le cirque, après s'être vainement et désespérément retenu sur les pieds, il tomba. Il eut beau se relever, c'était plus fort que lui. Il tombait. Il ne cessait pas de tomber. Il s'embarrassait dans 4 chaises à la fois. Il entraînait dans sa chute une table énorme qu'on avait apportée sur la piste. Il finit par aller s'étaler par-delà la barrière du cirque jusque sur les pieds des spectateurs. 2 aides, racolés dans le public à grand-peine, le tiraient par les pieds et le remettaient debout après d'inconcevables efforts. Et chaque fois qu'il tombait, il poussait un petit cri, varié chaque fois, un petit cri insupportable où la détresse et la satisfaction se mêlaient à doses égales. Au dénouement, grimpé sur un échafaudage de chaises, il fit une chute immense et très lente, et son ululement de triomphe strident et misérable durait aussi longtemps que sa chute, accompagné par les cris d'effroi des femmes. Durant la seconde partie de sa pantomime, je revois, sans bien m'en rappeler la raison, le pauvre Pierrot qui tombe, sortant d'une de ses manches une petite poupée bourrée de sons et mimant avec elle toute une scène tragicomique. En fin de compte, il lui faisait sortir par la bouche tout le son qu'elle avait dans le ventre. Puis, avec de petits cris pitoyables, il la remplissait de bouillie, et au moment de la plus grande attention, tandis que tous les spectateurs, la lèvre pendante, avaient les yeux fixés sur la fille visqueuse et crevée du pauvre Pierrot, il la saisit soudain par un bras et la lança à toute volée, à travers les spectateurs, sur la figure de Jasmin de Louche, dont elle ne fit que mouiller l'oreille, pour aller ensuite s'aplatir sur l'estomac de Madame Pignot, juste au-dessous du menton. La boulangère poussa un tel cri, elle se renversa si fort en arrière, que toutes ses voisines l'imitèrent si bien que le banc se rompit. Et la boulangère, Fernande, la triste veuve de Louche, et 20 autres s'effondrèrent, les jambes en l'air au milieu des rires, des cris et des applaudissements, tandis que le grand clown, abattu la face contre terre, se relevait pour saluer et dire « Nous avons, messieurs et mesdames, l'honneur de vous remercier. » Mais à ce moment même et au milieu de l'immense brouhaha, le grand Maulne, silencieux depuis le début de la pantomime, et qui semblait plus absorbé de minute en minute, se leva brusquement, me saisit par le bras, comme incapable de se contenir, et me cria « Regarde le bohémien, regarde !» Je l'ai enfin reconnu. Avant même d'avoir regardé, comme si depuis longtemps, inconsciemment, cette pensée couvait en moi et n'attendait que l'instant d'éclore, j'avais deviné. Debout auprès d'un quinquet, à l'entrée de la roulotte, le jeune personnage inconnu avait défait son bandeau et jeté sur ses épaules une pèlerine. On voyait, dans la lueur fumeuse, comme naguère à la lumière de la bougie, dans la chambre du domaine, un très fin, très aquilin visage sans moustache. Pâle, les lèvres entr'ouvertes, il feuilletait hâtivement une sorte de petit album rouge qui devait être un atlas de poche. Sauf une cicatrice qui lui barrait la tempe et disparaissait sous la masse des cheveux, c'était, tel que me l'avait décrit minutieusement le grand Maulne, le fiancé du domaine inconnu. Il était évident qu'il avait ainsi enlevé son bandeau pour être reconnu de nous. Mais à peine le grand Maulne avait-il fait ce mouvement et poussé ce cri, que le jeune homme rentrait dans la roulotte, après nous avoir jeté un coup d'œil d'entente et nous avoir souri, avec une vague tristesse, comme il souriait d'ordinaire. « Et l'autre, disait Maulne avec fièvre, comment ne l'ai-je pas reconnu tout de suite? C'est le Pierrot de la fête, là-bas. » Et il descendit les gradins pour aller vers lui. Mais déjà Ganache avait coupé toutes les communications avec la piste. Un à un, il éteignait les 4 quinquets du cirque, et nous étions obligés de suivre la foule qui s'écoulait très lentement, canalisée entre les bancs parallèles, dans l'ombre où nous piétinions d'impatience. Dès qu'il fut dehors enfin,
Le grand Maulne se précipita vers la roulotte, escalada le marchepied, frappa à la porte, mais tout était clos déjà. Déjà sans doute, dans la voiture à rideaux, comme dans celle du poney, de la chèvre et des oiseaux savants, tout le monde était rentré et commençait à dormir. Chapitre 8. Les gendarmes. Il nous fallut rejoindre la troupe de messieurs et de dames qui revenaient vers le cours supérieur par les rues obscures. Cette fois, nous comprenions tout. Cette grande silhouette blanche que Maulne avait vue le dernier soir de la fête filer entre les arbres, c'était Ganache, qui avait recueilli le fiancé désespéré et s'était enfui avec lui. L'autre avait accepté cette existence sauvage, pleine de risques, de jeux et d'aventures. Il lui avait semblé recommencer son enfance. Franz de Galais nous avait jusqu'ici caché son nom, et il avait feint d'ignorer le chemin du domaine, par peur sans doute d'être forcé de rentrer chez ses parents. Mais pourquoi ce soir-là lui avait-il plu soudain de se faire connaître à nous et de nous laisser deviner la vérité tout entière? Que de projets le grand Maulne ne fit-il pas, tandis que la troupe des spectateurs s'écoulait lentement à travers le bourg. Il décida que, dès le lendemain matin, qui était un jeudi, il irait trouver Franz. Et, tous les deux, ils partiraient pour là-bas. Quel voyage sur la route mouillée! Franz expliquerait tout, tout s'arrangerait, et la merveilleuse aventure allait reprendre là où elle s'était interrompue. Quant à moi, je marchais dans l'obscurité avec un gonflement de cœur indéfinissable. Tout se mêlait pour contribuer à ma joie, depuis le faible plaisir que donnait l'attente du jeudi, jusqu'à la très grande découverte que nous venions de faire, jusqu'à la très grande chance qui nous était échue. Et je me souviens que, dans ma soudaine générosité de cœur, je m'approchai de la plus laide des filles du notaire à qui l'on m'imposait parfois le supplice d'offrir mon bras, et spontanément je lui donnai la main. Amer souvenir, vains espoirs écrasés. Le lendemain, dès 8 heures, lorsque nous débouchâmes tous les deux sur la place de l'église, avec nos souliers bien cirés, nos plaques de saturon bien astiquées et nos casquettes neuves, Maulne, qui jusque-là se retenait de sourire en me regardant, poussa un cri et s'élança vers la place vide. Sur l'emplacement de la baraque et des voitures, il n'y avait plus qu'un pot cassé et des chiffons. Les bohémiens étaient partis. Un petit vent qui nous parut glacé soufflait. Il me semblait qu'à chaque pas, nous allions buter sur le sol caillouteux et dur de la place, et que nous allions tomber. Maulne, affolé, fit 2 fois le mouvement de s'élancer, d'abord sur la route du Vieux-Nancy, puis sur la route de Saint-Loup-des-Bois. Il mit sa main au-dessus de ses yeux, espérant un instant que nos gens venaient seulement de partir. Mais que faire? 10 traces de voitures s'embrouillaient sur la place, puis s'effacer sur la route dure. Il fallut rester là, inerte. Et tandis que nous revenions à travers le village où la matinée du jeudi commençait, 4 gendarmes à cheval, avertis par Delouche la veille au soir, débouchèrent au galop sur la place et s'éparpillèrent à travers les rues pour garder toutes les issues, comme des dragons qui font la reconnaissance d'un village. Mais il était trop tard. Ganache, le voleur de poulets, avait fui avec son compagnon. Les gendarmes ne retrouvèrent personne, ni lui, ni ceux-là qui chargeaient dans des voitures les chapons qui l'étranglaient. Prévenu à temps par le mot imprudent de Jasmin, Franz avait dû comprendre soudain de quel métier son compagnon et lui vivaient quand la caisse de la roulotte était vide. Plein de honte et de fureur, il avait arrêté aussitôt un itinéraire et décidé de prendre du champ avant l'arrivée des gendarmes. Mais, ne craignant plus désormais qu'on tentât de le ramener au domaine de son père, il avait voulu se montrer à nous sans bandage avant de disparaître. Un seul point resta toujours obscur. Comment Ganache avait-il pu à la fois dévaliser les basses-cours et quérir la bonne sœur pour la fièvre de son ami? Mais n'était-ce pas là toute l'histoire du pauvre diable? Voleur et cheminot d'un côté, bonne créature de l'autre. Chapitre 9. À la recherche du sentier perdu. Comme nous rentrions, le soleil dissipait la légère brume du matin. Les ménagères sur le seuil des maisons secouaient leurs tapis ou bavardaient, et dans les champs et les bois, aux portes du bourg, commençait la plus radieuse matinée de printemps qui soit restée dans ma mémoire.
Tous les grands élèves du cours devaient arriver vers 8 heures ce jeudi-là, pour préparer, durant la matinée, les uns le certificat d'études supérieures, les autres le concours de l'école normale. Lorsque nous arrivâmes tous les deux, Maulne, plein d'un regret et d'une agitation qui ne lui permettait pas de rester immobile, moi très abattu, l'école était vide. Un rayon de frais soleil glissait sur la poussière d'un banc vermoulu et sur le vernis écaillé d'un planisphère. Comment rester là devant un livre, à ruminer notre déception, tandis que tout nous appelait au dehors? Les poursuites des oiseaux dans les branches près des fenêtres, la fuite des autres élèves vers les prés et les bois, et surtout le fiévreux désir d'essayer au plus vite l'itinéraire incomplet vérifié par le bohémien, dernière ressource de notre sac presque vide, dernière clé du trousseau, après avoir essayé toutes les autres. Cela était au-dessus de nos forces. Maulne marchait de long en large, allait auprès des fenêtres, regardait dans le jardin, puis revenait et regardait vers le bourg, comme s'il eût attendu quelqu'un qui ne viendrait certainement pas. « J'ai l'idée, me dit-il enfin. J'ai l'idée que ce n'est peut-être pas aussi loin que nous l'imaginons. Franz a supprimé sur mon plan toute une portion de la route que j'avais indiquée. Cela veut dire, peut-être, que la jument a fait, pendant mon sommeil, un long détour inutile. » J'étais à moitié assis sur le coin d'une grande table, un pied par terre, l'autre ballant, l'air découragé et désœuvré, la tête basse. « Pourtant, dis-je, au retour dans la berline, ton voyage a duré toute la nuit. »« Nous étions partis à minuit, » répondit-il vivement. « On m'a déposé à 4 heures du matin, à environ 6 kilomètres à l'ouest de Sainte-Agathe, tandis que j'étais parti par la route de la gare à l'est. Il faut donc compter ces 6 kilomètres en moins entre Sainte-Agathe et le pays perdu. Vraiment, il me semble qu'en sortant du bois des Communaux, on ne doit pas être à plus de 2 lieues de ce que nous cherchons. Ce sont précisément ces 2 lieues-là qui manquent sur ta carte. C'est vrai. Et la sortie du bois est bien à 1 lieue et demie d'ici. Mais pour un bon marcheur, cela peut se faire en une matinée. » À cet instant, Mouche-Boeuf arriva. Il avait une tendance irritante à se faire passer pour bon élève, non pas en travaillant mieux que les autres, mais en se signalant dans des circonstances comme celle-ci. « Je savais bien, dit-il triomphant, ne trouver que vous deux. Tous les autres sont partis pour le bois des Communaux. En tête, Jasmin Delouche, qui connaît les nids. » Et, voulant faire le bon apôtre, il commença à raconter tout ce qu'ils avaient dit pour narguer le cours, M. Sorel et nous, en décidant cette expédition. « S'ils sont au bois, je les verrai sans doute en passant, » dit Maulne, « car je m'en vais aussi. Je serai de retour vers 12h30. » Mouche-Boeuf resta ébahi. « Ne viens-tu pas ?» me demanda Augustin, s'arrêtant une seconde sur le seuil de la porte entr'ouverte, ce qui fit entrer dans la pièce grise, en une bouffée d'air tiédi par le soleil, un fouillis de cris d'appel, de pépiments, le bruit d'un seau sur la margelle du puits et le claquement d'un fouet au loin. « Non, dis-je, bien que la tentation fût forte. Je ne puis pas, à cause de M. Sorel. Mais hâte-toi, je t'attendrai avec impatience. » Il fit un geste vague et partit, très vite, plein d'espoir. Lorsque M. Sorel arriva vers 10 heures, il avait quitté sa veste d'alpaga noire, revêtu un paletot de pêcheur aux vastes poches boutonnées, un chapeau de paille et de courtes jambières vernies pour serrer le bas de son pantalon. Je crois bien qu'il ne fut guère surpris de ne trouver personne. Il ne voulut pas entendre Mouche-Boeuf, qui lui répéta 3 fois que les gars avaient dit « S'il a besoin de nous, qu'il vienne donc nous chercher. » Et il commanda « Serrez vos affaires, prenez vos casquettes, et nous allons les dénicher à notre tour. Pourras-tu marcher jusque-là, François ?» J'affirmai que oui, et nous partîmes. Il fut entendu que Mouche-Boeuf conduirait M. Sorel et lui servirait d'appôt. C'est-à-dire que, connaissant les futaies où se trouvaient les dénicheurs, il devait de temps à autre crier à toute voix « Hop! Hola! Géroda! Delouche! Où êtes-vous? Y en a-t-il? En avez-vous trouvé ?» Quant à moi, je fus chargé, à mon vif plaisir, de suivre la lisière est du bois, pour le cas où les écoliers fugitifs chercheraient à s'échapper de ce côté. Or, dans le plan rectifié par le bohémien, et que nous avions maintes fois étudié avec Maulne, il semblait qu'un chemin à un trait, un chemin de terre, partit de cette lisière du bois, pour aller dans la direction du domaine.
Si j'allais le découvrir ce matin, je commençais à me persuader que, avant midi, je me trouverais sur le chemin du manoir perdu. La merveilleuse promenade. Dès que nous eûmes passé le glacis et contourné le moulin, je quittai mes deux compagnons. Monsieur Sorel, dont on eût dit qu'il partait en guerre, je crois bien qu'il avait mis dans sa poche un vieux pistolet, et ce traître de Moucheboeuf. Prenant un chemin de traverse, j'arrivai bientôt à la lisière du bois, seul à travers la campagne pour la première fois de ma vie comme une patrouille que son caporal a perdue. Me voici, j'imagine, près de ce bonheur mystérieux que Maulne a entrevu un jour. Toute la matinée est à moi pour explorer la lisière du bois, l'endroit le plus frais et le plus caché du pays, tandis que mon grand frère aussi est parti à la découverte. C'est comme un ancien lit de ruisseau. Je passe sous les basses branches d'arbres dont je ne sais pas le nom, mais qui doivent être des aulnes. J'ai sauté tout à l'heure un échalier au bout de la sente, et je me suis trouvé dans cette grande voie d'herbe verte qui coule sous les feuilles, foulant par endroits les orties, écrasant les hautes valérianes. Parfois mon pied se pose, durant quelques pas, sur un banc de sable fin, et dans le silence, j'entends un oiseau. Je m'imagine que c'est un rossignol, mais sans doute je me trompe, puisqu'il ne chante que le soir. Un oiseau qui répète obstinément la même phrase. Voix de la matinée, paroles dites sous l'ombrage, invitation délicieuse au voyage entre les aulnes. Invisible, entêté, il semble m'accompagner sous la feuille. Pour la première fois me voilà, moi aussi, sur le chemin de l'aventure. Ce ne sont plus des coquilles abandonnées par les eaux que je cherche, sous la direction de M. Sorel, ni des orchies que le maître d'école ne connaisse pas, ni même, comme cela nous arrivait souvent dans le champ du père Martin, cette fontaine profonde et tarie, couverte d'un grillage enfoui sous tant d'herbes folles qu'il fallait chaque fois plus de temps pour la retrouver. Je cherche quelque chose de plus mystérieux encore. C'est le passage dont il est question dans les livres, l'ancien chemin obstrué, celui dont le prince harassé de fatigue n'a pu trouver l'entrée. Cela se découvre à l'heure la plus perdue de la matinée, quand on a depuis longtemps oublié qu'il va être 11 heures, midi, et soudain, en écartant dans le feuillage profond les branches avec ce geste hésitant des mains à hauteur du visage inégalement écarté, on l'aperçoit comme une longue avenue sombre dont la sortie est un rond de lumière tout petit. Mais tandis que j'espère et m'enivre ainsi, voici que brusquement, je débouche dans une sorte de clairière, qui se trouve être tout simplement un pré. Je suis arrivé sans y penser à l'extrémité des communaux, que j'avais toujours imaginé infiniment loin. Et voici à ma droite, entre des piles de bois, toute bourdonnante dans l'ombre, la maison du garde. 2 paires de bas sèchent sur l'appui de la fenêtre. Les années passées, lorsque nous arrivions à l'entrée du bois, nous disions toujours, en montrant un point de lumière tout au bout de l'immense allée noire, « C'est là-bas la maison du garde, la maison de Baladier. » Mais jamais nous n'avions poussé jusque-là. Nous entendions dire quelquefois, comme s'il se fût agi d'une expédition extraordinaire, « Il a été jusqu'à la maison du garde. » Cette fois, je suis allé jusqu'à la maison de Baladier, et je n'ai rien trouvé. Je commençais à souffrir de ma jambe fatiguée et de la chaleur que je n'avais pas sentie jusque-là. Je craignais de faire tout seul le chemin du retour lorsque j'entendis près de moi la peau de M. Sorel, la voix de Moucheboeuf, puis d'autres voix qui m'appelaient. Il y avait là une troupe de 6 grands gamins où seul le traître Moucheboeuf avait l'air triomphant. C'était Giraudat, Auberger, Delage et d'autres. Grâce à la peau, on avait pris les uns grimpés dans un merisier isolé au milieu d'une clairière, les autres en train de dénicher des pics verts. Giraudat, le nigaud aux yeux bouffis, à la blouse crasseuse, avait caché les petits dans son estomac, entre sa chemise et sa peau. 2 de leurs compagnons s'étaient enfuis à l'approche de M. Sorel. Ce devait être Delouche et le petit Coffin. Ils avaient d'abord répondu par des plaisanteries à l'adresse de Mouche-Vache, que répétaient les échos des bois, et celui-ci, maladroitement se croyant sûr de son affaire, avait répondu, vexé, « Vous n'avez qu'à descendre, vous savez. Monsieur Sorel est là. » Alors tout s'était tu subitement. Ça avait été une fuite silencieuse à travers le bois. Et comme ils le connaissaient à fond, il ne fallait pas songer à les rejoindre. On ne savait pas non plus où le grand Maulne était passé. On n'avait pas entendu sa voix, et l'on dut renoncer à poursuivre les recherches. Il était plus de midi lorsque nous reprîmes la route de Sainte-Agathe, lentement, la tête basse,
fatigué, terreux. À la sortie du bois, lorsque nous eûmes frotté et secoué la boue de nos souliers sur la route sèche, le soleil commença de frapper dur. Déjà ce n'était plus ce matin de printemps si frais et si luisant. Les bruits de l'après-midi avaient commencé. De loin en loin, un coq criait, crie désolé, dans les fermes désertes aux alentours de la route. À la descente du glacis, nous nous arrêtâmes un instant pour causer avec des ouvriers des champs qui avaient repris leur travail après le déjeuner. Ils étaient accoudés à la barrière, et M. Sorel leur disait « De fameux galopins. Tenez, regardez Giraudat. Il a mis les oisillons dans sa chemise. Ils ont fait là-dedans ce qu'ils ont voulu. C'est du propre. » Il me semblait que c'était de ma débâcle aussi que les ouvriers riaient. Ils riaient en hochant la tête, mais ils ne donnaient pas tout à fait tort aux jeunes gars qu'ils connaissaient bien. Ils nous confièrent même, lorsque M. Sorel eut repris la tête de la colonne, « Il y en a un autre qui est passé, un grand, vous savez bien. Il a dû rencontrer en revenant la voiture des Granges, et on l'a fait monter, il est descendu, plein de terre, tout déchiré, ici, à l'entrée du chemin des Granges. Nous lui avons dit que nous vous avions vu passer ce matin, mais que vous n'étiez pas de retour encore. Et il a continué tout doucement sa route vers Sainte-Agathe. » En effet, assis sur une pile du pont des Glacis, nous attendait le grand Maulne, l'air brisé de fatigue. Aux questions de M. Sorel, il répondit que lui aussi était parti à la recherche des écoliers buissonniers. Et à celle que je lui posai tout bas, il dit seulement en hochant la tête avec découragement « Non, rien, rien qui ressemble à ça. » Après déjeuner, dans la classe fermée, noire et vide, au milieu du pays radieux, il s'assit à l'une des grandes tables, et la tête dans les bras, il dormit longtemps d'un sommeil triste et lourd. Vers le soir, après un long instant de réflexion, comme s'il venait de prendre une décision importante, il écrivit une lettre à sa mère, et c'est tout ce que je me rappelle de cette morne fin d'un grand jour de défaite. Et c'est la fin du chapitre 9 de la deuxième partie du Grand Maulne. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous passons à l'outro du live. Bah vous voyez, je crois que je suis content, je crois que je suis détendu, on va dire, avec cette nouvelle formule que je vous propose. Parce que là, du coup, pendant ma lecture, j'ai senti que j'avais le nez bouché, que c'était pas très agréable. J'ai senti que parfois ma voix partait en couille parce que j'ai un peu mal à la gorge. En fait, ça fait un peu de l'air sec, enfin bref. Et du coup, j'ai grave pris du plaisir à la lecture. Là, j'ai grave été dedans. Je me suis grave mis dedans dans l'ambiance. J'ai grave bien aimé. On a déjà eu une portion d'histoire, on va dire intéressante, parce que elle débloque quand même le scénario, elle poursuit, il y a des retournements de situation et ainsi de suite, il y a des nouvelles choses proposées. Donc en fait, je crois vraiment que je préfère picorer les choses plutôt que de les dévorer. Et là, je suis content de la lecture du jour. Je me sentais suffisamment dans l'ambiance de la lecture, etc., pour faire plus. Mais je suis aussi content de pouvoir dire, bon bah écoutez, je me sens un peu malade, je sens que j'ai un peu du mal à la lecture. Je vais pas forcer davantage, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et ouais, ça me va bien. On va essayer cette nouvelle formule, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez de toute façon. Et du coup, j'avais fait du repérage, comme ça je peux peut-être vous donner une indication quand même. J'avais fait du repérage de cette semaine. Alors, a priori, là j'ai demandé à pouvoir jouer de la batterie, donc ça sera pas ce jour-là. A priori, je vais pouvoir faire un deuxième live, soit jeudi après-midi, comme je faisais beaucoup ces temps-ci, soit vendredi soir, soit dimanche. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore quelques créneaux. Le fait de faire des lives courts,
ça permet vraiment, vraiment de me projeter plus facilement personnellement et de me dire, bah, en fait, de trouver plus de moments dans mon emploi du temps où ça serait, possible de caser un live. Donc, honnêtement, il est possible qu'on se revoie jeudi, vendredi ou dimanche et peut-être même plusieurs de ces créneaux. On verra selon comment je le sens et comment je suis motivé, si j'ai le temps et tout ça. Merci beaucoup Lord Sith, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Écoutez, j'ai bien apprécié, j'ai bien accroché aujourd'hui. Du coup, on a eu la révélation, de qui était sous les bandages. En vrai de vrai, je l'ai un peu vu venir. Hem, je l'ai un peu vu venir, mais je pense qu'il a perdu le poisson, suffisamment longtemps pour qu'au final ça me passe. Par contre, ce qui est bien, c'est que on va dire, lors de la dernière lecture, je vous disais qu'il y avait des choses qui étaient un peu problématiques potentiellement, peut-être dues à l'époque de l'écriture de cette œuvre. En vrai, c'est moins problématique. Bon, il y avait quand même deux trois trucs qui étaient un peu chelous, je crois, mais c'est un peu moins problématique que ce qu'on aurait pu croire au premier abord, puisque le fait qu'il appelle constamment, le nouvel élève le bohémien, c'est pas un vieux fond, de trucs, pas terribles de l'époque. C'est juste qu'en fait, il lui donnait pas de nom parce que il attendait la révélation pour dire: «Ah bah, en fait, c'était Franz de Gallet». Donc ça va. Je suis aussi rassuré quelque part à me dire: «Ah bah, ça va, il y a pas de dinguerie dans l'œuvre, ça va». Hem, donc ouais, cette petite, révélation, je l'ai sentie venir, mais elle a tardé à venir, donc je l'ai un peu oubliée. Du coup, là, ça me fait quand même un petit effet de révélation, c'est plutôt sympa. Le fait que du coup, ils aient dû, révéler leur identité, avant de s'enfuir à toutes jambes, ça laisse aussi, comment dire? Du suspense pour la suite parce qu'on se dit: «Pourquoi ils ont dû fuir exactement?» Alors il y avait peut-être, l'histoire, de vol de poulet en effet, mais il y a peut-être pas que ça aussi, peut-être qu'on les attendait ailleurs pour autre chose. Bref, ça ouvre des perspectives, on va dire. Et ensuite, j'ai bien aimé, on est retourné très fort, je trouve, dans, ce côté onirique, ce côté même un peu champêtre, hem, ou forestier. Mais cet aspect, et cette fois-ci, du point de vue du narrateur lui-même, enfin, comment dire? Le narrateur qui est acteur lui-même dans cette nature et dans cette, aventure, comme il le dit lui-même, en fait. Comme il le dit lui-même, pour la première fois, c'est lui qui part à l'aventure. C'est pas Maulne, c'est pas, des choses qu'il entend, qu'il voit. C'est lui qui part à l'aventure et on sent justement toute la fraîcheur, que ça peut lui apporter, tout le sentiment de nouveauté, d'exploration, de liberté que ça peut donner, ben, quand on est «enfant» entre guillemets et qu'on découvre, des choses qu'on faisait pas avant et ainsi de suite. Donc j'ai beaucoup aimé, la retranscription de ce sentiment, je trouve que c'était bien fêté, que c'était bien foutu, je voulais dire. Bref, voili voilu, hem et du coup Lord Sith, tu sais tu sais les lives, c'est tellement plus régulier maintenant et cetera que bon, c'est difficile de me choper quand je suis en live en vérité. Hem, enfin voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais essayer quand même, comme je fais une nouvelle formule de live plus court, je vais essayer quand même de faire des intros et des outros pas trop longues, parce que j'aimerais dans l'idéal que la lecture soit le cœur du live ou de la rediffusion, et donc que la lecture en elle-même dure plus longtemps que le blabla qu'il peut y avoir avant ou après. Donc voilà, je vais m'arrêter pour maintenant. Merci à ceux qui sont passés, merci Charline, merci Lord Sith, merci à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui m'ont regardé en rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à checker, la la playlist avec toutes les rediffs du Grand Maulne si ça vous intéresse. Et encore une fois, je le répète, n'hésitez pas, à me faire des retours, concernant cette nouvelle formule.
si vous appréciez, si vous n'appréciez pas, le pourquoi du comment. Et on est tout bon. Je dois avoir 2 ans de retard dans tes lectures. Ah bah, du coup, si tu as 2 ans de retard, il y a quelques petites œuvres qui sont sorties depuis. Il y a des choses à voir, il y a des choses à écouter. Je t'invite à jeter un œil, ne serait-ce que pour voir s'il y a des œuvres qui peuvent te brancher. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puisqu'on est lundi. Bonne semaine à tous, bonne soirée, et à tout vite pour la suite du Grand Maulne. La suite est fin de la deuxième partie d'ailleurs. À bientôt, des bisous et ciao!